Ça marche. Bonjour, on vous propose de démarrer à l'heure. Bienvenue dans cette session. Pour changer. Bonjour, bienvenue. Donc, bienvenue à cette session pour parler de l'authentification sans mot de passe ou passwordless pour les intimes. Et donc, à quel point c'est une solution qui va nous aider à nous protéger. Donc, je suis Alana Epollard, technologie spécialiste chez Microsoft et je suis accompagnée... Arnaud Jumelet, je travaille à la direction technique. Yes. Chez Microsoft aussi. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder dans un premier temps tous les sujets d'actualité, enfin, quelques-uns des sujets d'actualité quand on parle de l'authentification sans mot de passe. Ensuite, on va aborder disons, un état des lieux des menaces aujourd'hui, que ce soit en France ou dans les organisations. Ensuite, on comptait aborder avec vous les différentes solutions qui existent quand on parle de l'authentification passwordless. Et enfin, parler des sujets d'adoption au sein des organisations et du grand public. L'actualité. En termes d'actualité, on a voulu faire une petite sélection des actualités. Et pour commencer, les clés d'accès. Donc, je pense que vous avez commencé à voir paraître dans la presse quelques articles sur la technologie Passkey qui vise en fait à démocratiser l'usage du sans mot de passe pour le grand public. C'est clairement une technologie qui est apparue dernièrement avec le support par Apple sur les dernières versions d'iOS et puis macOS de cette technologie. Android également et Chrome a suivi avec l'annonce de Google sur le fait de supporter ces technologies. Et Microsoft aussi, ces annonces ont été faites de point de vue commun le 5 mai dernier, avec une généralisation de la technologie à partir de 2023. Donc en 2023, l'ensemble des plateformes proposeront en fait cette technologie. Et là où c'est intéressant, c'est que les clés d'accès, déjà il y a un nom, Passkey, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a une référence au password avec Passkey. Donc il y a un terme marketing en fait qui est annoncé, qui est beaucoup plus simple, on va dire, que tout ce qui était FIDO2 ou clé d'accès FIDO2. C'est pas nouveau, c'est vraiment là, le prolongement en fait, de ce qui a été fait avec l'alliance FIDO. Donc Microsoft est un des membres fondateurs de l'alliance FIDO pour avoir un mécanisme d'authentification sans mot de passe. Et il a commencé à démarrer avec ses clés d'accès FIDO2. Mais là où il y a une innovation pour le grand public, c'est clairement sur la portabilité des authentifiants. Il y avait une promesse de sécurité avec FIDO2 qui est toujours avec les Passkey, qui est de résister au phishing, avec une promesse que la clé privée ne sortirait pas en fait du matériel. Là où il y a une innovation pour le grand public, c'est justement d'apporter de la souplesse pour avoir des scénarios de récupération, c'est-à-dire d'avoir des clés d'accès qui soient sauvegardables et automatiquement synchronisées autour de différents appareils. Donc ça, c'est une première innovation pour le grand public, c'est d'avoir tout simplement un mécanisme qui persiste et qui résiste à l'oubli d'un appareil ou une perte d'appareil. Et donc quand on est dans un écosystème donné, que ce soit Apple, Microsoft ou Google, le fait d'avoir d'autres appareils permet de resynchroniser en fait ces clés d'accès. Deuxième innovation qui est intéressante, c'est de pouvoir passer d'un écosystème à un autre. Donc il y a un flux inter-appareil qui est proposé et qui va permettre de, si je m'authentifie depuis un PC Windows à un site web compatible avec des Passkey, je vais pouvoir le faire avec mon téléphone portable, avec un iPhone. Je vais pouvoir le faire dès qu'il y a une connectivité Bluetooth entre mon appareil et mon ordinateur. Et donc ça va me permettre en fait de passer d'un écosystème à un autre. Et une fois que je serai authentifié, l'écosystème B, par exemple Microsoft, va me proposer de créer une nouvelle Passkey sur l'appareil. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser de façon autonome mon appareil comme un moyen d'accès à des sites web. Passkey, c'est une grande annonce. Ça va démocratiser vraiment l'usage de ces technologies pour le grand public. Il va y avoir une accélération début 2023. Quelques jours, il y a PayPal qui a fait son annonce qui supportait la technologie pour l'instant pour les clients aux États-Unis. Donc c'est un début, mais dès que la technologie sera généralisée, elle sera plus en bêta pour côté Google, mais elle sera vraiment en disponibilité générale pour tout le monde, et que Microsoft proposera la même chose pour les comptes Microsoft en début 2023. Vous pouvez vous attendre vraiment à de plus en plus de services compatibles. Donc là, c'est la partie grand public sur la partie innovation. On voulait vous partager d'autres éléments. Je pense que la partie entreprise n'est pas en reste.
Yes, exactement. Mais avant de parler réellement des innovations sur la partie entreprise, je voulais quand même revenir sur un point. C'est que le sujet passwordless, c'est pas vraiment seulement de l'innovation. C'est quand même des sujets dont on parle depuis quelques années. Donc la slide essaye de le partager parce qu'il y a déjà quelques années, hein, en 1999, eh bien, on se posait déjà des questions sur comment ne plus avoir à taper son mot de passe pour s'authentifier. Donc là, on avait d'ores et déjà intégré les sujets de carte à puce pour remplacer cette difficulté. Ensuite, en 2004, on avait Bill Gates, ce visionnaire, qui avait d'ores et déjà imaginé que l'on allait un jour se passer des mots de passe. Donc c'était il y a un certain temps, et pourtant il a réussi à voir dans quelle tendance on allait avancer. Donc c'est quand même assez intéressant. Après, au fur et à mesure des innovations, je ne vais pas toutes vous en parler, mais ce qu'on a remarqué avec Arnaud en se penchant sur le sujet, c'est qu'on a vu quand même que les grandes innovations, en tout cas de notre côté, hein, bien sûr, avec notre objectivité, c'est que ces innovations sont sorties dans un premier temps pour le grand public, parce qu'elles étaient plus faciles à adopter, parce qu'il n'y avait pas de dépendance en termes technologiques. Donc ça, c'était un point qui était assez intéressant, et à mettre en ambivalence avec tous les sujets d'adoption dont on parlera un petit peu plus tard. Ensuite, les derniers sujets, très récents, on a tout ce qui va être Temporary Access Pass, donc qui est maintenant disponible dans les environnements Microsoft, sur lesquels on peut s'authentifier avec des identités Azure Active Directory. Et on va aussi avoir, et là du coup c'est vraiment encore plus récent parce que c'est sorti à Ignite, donc il y a 1 ou 2 semaines, tout ce qui va être authentification avec certificat. Donc on essaye de répondre de plus en plus aux différents enjeux de nos clients, des partenaires et aux différentes organisations avec lesquelles on travaille dans le quotidien pour essayer de répondre aux problématiques pour avancer de plus en plus vers le passwordless. Ensuite, on avait quelques réflexions aujourd'hui sur pourquoi en fait ça s'active de plus en plus. Le passwordless, ok, c'est un sujet qui existe depuis quelques années, mais pourquoi maintenant on en parle de plus en plus? Eh bien, on a quelques points à vous partager. Entre autres, donc là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont quand même des exclusivités, parce que ça va sortir dans un rapport qui sortira la semaine prochaine, qui a été réalisé par Microsoft. Donc, c'est un rapport qui a été fait sur l'activité, en gros, des environnements sur lesquels on a fait des analyses entre l'été 2021 et l'été 2022. Et donc, en quelques mots, les points importants, sur ce que vous voyez au bas de l'écran, sur la slide, c'est que la menace, elle est constante, à part pour Noël et le jour de l'an, à peu près. C'est ce que vous voyez en plein milieu de l'écran. Et donc, c'est quand même pas bon signe, outre cet aspect-là, de se dire que la menace ne décroît pas. Et c'est un premier point. Ensuite, sur 1 seconde, on s'est rendu compte qu'il y a environ 900 tentatives d'attaque de phishing dans les environnements auxquels on a pu avoir accès pour réaliser ces analyses. 900 en 1 seconde, c'est quand même beaucoup. Ensuite, on a tous les sujets d'authentification multifacteur. On s'est rendu compte que les utilisateurs dans nos environnements, donc on parle des contributeurs individuels, ceux qui n'ont pas forcément de compte à privilège, pas forcément de rôle d'administration dans l'organisation, ont généralement, seulement à 26%, un second facteur d'authentification. 26%, c'est peu. On va se dire peut-être que les rôles d'administration, c'est un peu différent. Non, là on parle de 33% quand on parle des rôles d'administration dans les environnements que l'on a pu scanner pour ce rapport. 33%, c'est pas énorme. Bon, après on a Arnaud, bien sûr, hier, qui voyait le verre à moitié plein et qui me disait « Non mais attends, Alana, quand même, c'est énorme, ça a doublé sur les 3 dernières années. » Alors c'est vrai, si on regarde ces tendances-là, dans 2 ans, on est plutôt pas mal. Si on double à chaque fois, c'est vrai, plutôt bien. Mais bon, on reste quand même pas très bon. Surtout que ce que vous voyez tout à la droite de l'écran, ce sont des statistiques quand nos équipes interviennent lorsqu'il y a des événements de sécurité dans les organisations avec lesquelles on travaille. Que ce soit nos partenaires, que ce soit nos clients, nous-mêmes éventuellement, nous nous sommes aperçus que les comptes à privilèges sont quand même généralement... il y en a seulement... 12% qui se retrouvent à avoir un second facteur d'authentification lorsque l'on a des vraies crises de sécurité. Donc là, effectivement, mettre des seconds facteurs d'authentification sur les comptes à privilèges, c'est nécessaire, c'est important, et il faut vraiment avancer sur cet aspect-là. Je vais continuer ? Yes. Donc je vais vous parler du verre à moitié vide. Pour changer. Pour changer.
Vous l'avez vu, la double authentification, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. On en est loin de l'usage de la double authentification. Et dernièrement, il y a de plus en plus de kits prêts à l'emploi qui permettent de détourner cette double authentification. Et pas cher en plus. Pour pas très cher. Je crois que c'est 300 € à la semaine, ce genre de choses. Donc, on parle des villes proxy, ou ce type de mécanisme de phishing as a service. Tout simplement, les attaquants s'adaptent. Il y a le niveau moyen qui est en train d'augmenter dans les entreprises. Ils utilisent d'autres outils pour détourner et accéder aux boîtes mail et aux services des entreprises. Donc, pourquoi c'est important? On voulait vous le montrer en quelques slides sur la double authentification. C'est le fait d'augmenter un mot de passe avec quelque chose d'autre, mais ça ne résiste pas au phishing. Et pourquoi ça ne résiste pas au phishing? On va vous le montrer. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un reçoit un mail de phishing, disons qu'il est incité à se connecter à son compte Microsoft 365. Il va cliquer sur le lien, mais le lien va le rediriger vers une URL qui est contrôlée par l'attaquant. Donc il va y avoir un intermédiaire qui va se mettre entre l'utilisateur et le service Microsoft 365. Donc à partir de là, toutes les communications vont être relayées au service cible. La personne veut accéder au compte Microsoft 365, on va lui demander de s'authentifier, on va lui envoyer une page de login. La personne va remplir son login mot de passe, donc c'est une page tout à fait légitime, qui est celle qui a été véhiculée par Microsoft. La personne donne son login mot de passe, ça transite par l'attaquant. L'attaquant a visibilité pour le coup sur le mot de passe. Microsoft 365 valide le mot de passe, il est valide. Le compte est configuré pour la double authentification. À ce moment-là, l'utilisateur reçoit une notification sur son téléphone, sur l'authenticateur app. Il va approuver la requête, c'est bien lui, et puis il veut bien accéder au service, donc jusque-là tout va bien. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'il va être authentifié. Le cookie d'authentification, la preuve que l'authentification a réussi, va être retourné à l'utilisateur, retransite par l'attaquant. Et donc l'attaquant est en mesure finalement d'avoir une vue sur le mot de passe de toutes les communications, parce que ça transite par lui, et en plus, il a récupéré le cookie d'authentification. Donc vous voyez bien par cela, en fait, c'est que la double authentification, c'est une étape intermédiaire pour aller vers des choses plus robustes, mais ça ne résiste pas au phishing, tout simplement. Donc il y a besoin de méthodes plus sophistiquées qui sont conçues justement pour adresser ce type de scénario où il y a un intermédiaire dans les communications. Petite chose qu'on voulait également mentionner, c'est qu'aujourd'hui, l'authenticateur app dans son fonctionnement ne résiste pas au phishing, mais il y a la possibilité de rajouter des règles de contrôle d'accès conditionnel pour rendre le mécanisme plus robuste, c'est-à-dire de valider que l'appareil qui tente de se connecter est connu, et en fait on va essayer de casser l'intermédiaire via une authentification par certificat qui résiste au phishing. Et donc si vous voulez plus de détails, sachez qu'il y a des étapes à mettre en place pour résister à ce type d'attaque avec Authenticator App. Et sachez également qu'on travaille pour rendre ce service natif dans Authenticator App qui puisse résister au phishing. Mais pour le moment, il y a besoin d'avoir des méthodes plus sophistiquées. Yes, et d'ailleurs Arnaud, juste avant que tu continues, le scénario dont tu parles là dans la partie attaque de phishing, en fait avec le sujet du MFA qui est quand même présent, donc on peut se dire que c'est censé aider. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un nouveau type d'attaque parce que dans ces sujets-là, on est toujours un peu plus innovant. Et du coup, il y a ce qu'on appelle l'attaque MFA fatigue. Donc en fait, l'utilisateur va être fatigué de recevoir des requêtes pour avoir un second facteur d'authentification. Et sachez que dans 1% des cas, eh bien, cet utilisateur va accepter du coup la fameuse requête sans forcément en être à l'origine. Donc le MFA, quand même, ça fait... Finalement, si on est rien que 300 à l'événement, il y a au moins 3 personnes ici qui auraient accepté une requête dont ils ne sont pas à l'origine. C'est quand même pas terrible. Effectivement, il y a pas mal d'accompagnement par rapport à tous ces sujets. La méfiance, détecter les arnaques, c'est important. Quand on regarde ce qui est fait en France et le panorama de la menace, les chiffres de cybermalveillance sont intéressants du fait que cybermalveillance et au service du grand public, des particuliers, mais également des petites et moyennes entreprises. Et donc dans leur rapport, les grandes tendances qu'ils ont mis en avant, c'est clairement l'hameçonnage et l'arnaque sous toutes ses formes, que ce soit par email ou SMS ou voie postale. Ça, c'est première grosse préoccupation qui touche tout le monde. Donc le phishing, c'est aussi bien les particuliers que
les entreprises, mais également le piratage de comptes, qui est finalement presque la conséquence de cet hameçonnage. Donc de plus en plus de comptes email se font pirater. C'est en grande augmentation. Et le problème de tout ça, c'est que ces comptes-là sont insuffisamment en fait, protégés, simplement avec des mots de passe qui ne sont pas assez solides. Les mots de passe d'ailleurs, la CNIL a publié des nouvelles recommandations ce mois-ci sur comment faire des mots de passe complexes. Ils en profitent aussi pour dire que la double authentification est préférable à un simple mot de passe complexe et que l'authentification sans mot de passe par certificat est également recommandée. Donc c'est quelque chose qui est mis en avant par ces nouveaux rapports sur les mots de passe de la CNIL. Et puis vous avez peut-être vu également, c'est que suite aux problèmes de SMS qu'on reçoit pour les comptes CPF, le dispositif a changé il y a 2 jours et maintenant on doit passer par une méthode d'authentification plus robuste, donc à minima de la double authentification à travers France Connect Plus. Donc c'est une exigence maintenant depuis hier. Pour les comptes CPF, il faut utiliser France Connect Plus, donc le mot de passe n'est plus admis. Il faut passer sur quelque chose avec un second facteur. Pareil, mon espace santé, aujourd'hui, demande de la double authentification. Donc on se rend compte qu'il y a une progression sur ces sujets. C'est pas encore suffisant. On peut imaginer que peut-être qu'en 2023, il y aura un France Connect plus avec des passkeys ou de l'authentification sans mot de passe. Mais en tous les cas, c'est une tendance qui est importante à souligner. Yes, et pour le compte CPF, il va falloir continuer à travailler parce que là, on est loin. Donc, on voulait aussi, après avoir vu un petit peu l'état des lieux de la France, des organisations, vous parler des solutions qui s'offrent à nous. Donc, côté entreprise, en tout cas, on voulait parler plus précisément des solutions pour la mise en place du passwordless. Côté entreprise, on parle de Windows Hello for Business tout d'abord, parce que bien sûr, déjà, on est Microsoft, et ensuite, parce que c'est bien. C'est tout ce qui va être, tout ce qui va nous permettre de remplacer l'identifiant et le mot de passe lors d'une authentification sur Windows par exemple, et du coup ça va être au travers du chiffrement avec une paire de clés asymétrique. Donc là on parle aussi d'authentification forte en plus de la mise en place du passwordless. On parle aussi de tout ce qui va être application Authenticator. Donc là il y a plusieurs manières de l'utiliser. Ce que vous voyez sur la droite de votre écran, c'est la mise en place de Microsoft Authenticator. Aujourd'hui on parle de plus en plus du coup du MFA Fatigue. On a eu des innovations assez récemment sur Microsoft Authenticator avec, entre autres, le fait de pouvoir donner à l'utilisateur des informations plus importantes sur la source de la requête de cette demande d'authentification. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'on a une requête avec la localisation qui est en Australie. Ça donne quand même la possibilité à l'utilisateur final d'avoir une certaine réflexion lorsqu'il utilise l'application. On a aussi tout ce qui va être le fait de pouvoir copier donc un numéro que vous avez sur votre écran Windows sur l'application Microsoft Authenticator. Donc là, on va avoir en plus une démarche active. Au lieu de facilement accepter une notification, la personne va prendre le temps de regarder des informations, de les prendre, de les analyser et en plus de prendre le temps d'écrire du coup ce fameux nombre qui apparaîtra sur son écran. Donc là, on fait quand même aussi quelques petites évolutions sans que ce soit trop impactant dans l'expérience utilisateur. Ensuite, on a tout ce qui est clé FIDO. Donc là, je crois qu'on a un certain nombre d'acteurs ici présents qui sont capables de vous en parler plus en détail. On pense à Yubico, on pense aussi à des acteurs français avec NeoWave ou Thales. Donc ça peut rentrer dans l'expérience passwordless que vous pouvez mettre en place. On a aussi tout ce qui va être authentification par certificat. Donc ça fait aussi partie des nouveautés, en tout cas de notre côté. On va aussi avoir du coup le Temporary Access Pass. Et donc voilà, on en a parlé un petit peu plus tôt. Et enfin, les passkeys, le sujet favori d'Erne. Donc oui, en réflexion pour les entreprises, donc on imagine pour les petites entreprises qui voudraient utiliser ce mécanisme de clé d'accès, qui ne demande pas d'investissement supplémentaire dès lors qu'on a un téléphone à jour. C'est quelque chose qui est envisageable avec quand même du contrôle. L'idée, c'est d'utiliser l'extension qui s'appelle Device Public Key, qui est une extension de WebAuthn qui est en cours de standardisation et qui va permettre d'avoir un signal supplémentaire sur la provenance de l'appareil.
Donc l'objectif, c'est que l'entreprise puisse contrôler à partir de quel appareil les clés d'accès sont utilisables et avoir un intermédiaire entre une sécurité, on va dire, contrôlée, parce que les clés FIDO2, je les connais, j'ai choisi un matériel qui est qualifié, par exemple par l'ANSSI, et je maîtrise le type de matériel qui est utilisé pour stocker les clés d'accès, vis-à-vis de quelque chose d'un petit peu plus large, où c'est plutôt sur des modèles d'appareils qui sont détenus par voilà, les employés. Donc il y a ce compromis-là qui est en cours de réflexion chez nous pour l'implémenter et d'avoir une méthode supplémentaire pour favoriser l'authentification sans mot de passe. Quand on parle du grand public, la majorité du grand public qui veut aller vers l'authentification sans mot de passe peut aujourd'hui utiliser l'application Authenticator, en tous les cas pour les services Microsoft par exemple. Il y a 70% des smartphones qui sont aujourd'hui compatibles avec une application Authenticator. Ça peut être aussi le fait de paramétrer en première étape la double authentification sur ses comptes. La majorité des services aujourd'hui supportent ce qu'on appelle des codes à usage unique. Donc il y a un standard qui s'appelle TOTP, ça va être pour Temporary OTP, et qui permet toutes les 30 secondes de générer un nouveau code qui s'affiche sur le téléphone et qu'il faut saisir pour compléter le mot de passe. Ça, c'est des choses qui sont proposées pour le grand public. Et bien évidemment, les clés FIDO2 Windows Hello, c'est quelque chose qu'on supporte côté compte Microsoft, avec la possibilité bientôt d'utiliser ces fameuses passkeys qui vont être généralisées, et puis également de supprimer son mot de passe de son compte. C'est-à-dire depuis 1 an, sur les comptes Microsoft, grand public, il y a la possibilité d'être 100% passwordless, c'est d'avoir des méthodes d'authentification sans mot de passe, mais également en arrière-plan, de ne plus avoir de mot de passe associé à son compte. Donc ça, c'est les quelques innovations qu'on peut mentionner. Oui. Et du coup, on avait aussi, après avoir vu du coup les possibilités, on se pose quand même des questions sur l'adoption aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le passwordless, c'est un petit peu récent encore pour avoir de véritables statistiques poussées sur le sujet. Donc ce qu'on a décidé de vous partager, en tout cas pour le sujet entreprise, c'est tout ce qui va être authentification à multifacteur. Donc c'est déjà un premier point sur lequel on peut vous donner quelques informations. Et on voulait vous mettre en lumière du coup, le sujet des 26% des utilisateurs, celui qui revenait déjà tout à l'heure par rapport au rapport qui sortira la semaine prochaine, rédigé par Microsoft, et les 33% des utilisateurs avec des comptes à administration, avec des droits et des privilèges, qui n'ont seulement à 33% un second facteur d'authentification. C'est quand même pas beaucoup. Bon, après, quand on compare au grand public... Un grand public, on voit, oui, il y a un écart. C'est un rapport à peu près 1 pour 10 par rapport à l'adoption vis-à-vis du grand public. On a volontairement choisi ce que partage Twitter. Ils ont émis un rapport de transparence sur l'usage de l'authentification, la double authentification sur les comptes Twitter. Donc vous voyez, c'est quand même très peu. L'explication qu'on en a, c'est aussi parce que c'est pas quelque chose qui est connu. Il faut quand même être assez curieux pour aller regarder dans les options comment paramétrer cela. Les termes non plus sont jamais les mêmes. On parle souvent d'authentification multifacteur, authentification en 2 étapes ou double authentification. Donc il faut aussi un petit peu creuser et chercher pour arriver à ces fins et activer finalement ces différentes options. Donc en termes d'adoption, les freins, notre analyse, c'est sans doute par méconnaissance du grand public que ces options ne sont pas utilisées. Il y a besoin de faire connaître bien plus les différentes méthodes d'authentification. Les services compatibles sur l'authentification sans mot de passe, il y en a peu aujourd'hui. C'est quelque chose qui va venir et qui va progresser au fil du temps. Et donc généralement, en fait, il n'y a que soit les plus aguerris, soit ceux qui ont été victimes d'un piratage de compte qui vont s'intéresser en fait à cela. Si on faisait un parallèle, généralement on s'intéresse parfois au bricolage ou aux fuites d'eau. Une fois qu'on a été victime, on va regarder comment changer un joint ou remplacer le joint. Voilà, quand c'est un peu trop tard, la prévention n'est pas très intéressante généralement pour le commun des mortels. Et le grand public, c'est un peu la même chose. Quand le pirate a mis en place sur son compte la double authentification et qu'on peut plus se connecter à son compte, on va commencer à s'intéresser à faire « Ah oui, au fait, le mot de passe, c'est le même que j'ai utilisé partout. Donc du coup, mon collègue, il m'a dit qu'il faut utiliser un gestionnaire de mot de passe. » Et donc c'est là où réellement on va prendre 4 heures
pour faire la revue de tous ces comptes, les changer individuellement et augmenter le niveau de sécurité. Et ça prend du temps. Il n'y a pas grand monde qui a envie de passer une après-midi, voire 2 après-midi sur le mois pour reprendre le contrôle de ses identités. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Et il y a besoin sans doute de plus d'accompagnement pour le grand public, avec le bénéfice, parce qu'avec Alana on en discutait, on pense qu'il y a un bénéfice, c'est que quand on a des bons usages dans la vie personnelle, c'est plus facile en entreprise. En entreprise, ceux qui font le recyclage plateau repas à trier les déchets, généralement les gens qui le font, c'est quand ils le font déjà à la maison, ils sont sensibilisés, et puis en entreprise, c'est un réflexe, on n'y pense même pas, on le fait. On pense que c'est un peu la même chose. Donc l'idée du grand public à entreprise, c'est 2 mondes qui sont quand même imbriqués. Et les efforts qu'on peut faire pour sensibiliser le grand public, ça devrait être bénéfique pour la partie entreprise. Mais il y a peut-être d'autres freins en entreprise que tu peux nous partager. Bah oui, et puis déjà, tu as raison. Le recyclage, la cybersécurité, on s'y retrouve finalement. Effectivement, donc sur les points de sensibilisation, il y a quand même un système de vases communicants qui pourrait être bénéfique aux 2 mondes. On va aussi avoir, côté entreprise, pas mal de sujets de sponsoring en interne. Donc par exemple, tout ce qui va être mis en place, par exemple, si vous décidez de vous projeter sur une démarche passwordless avec des clés FIDO, il va y avoir un moment où vous allez vouloir rechercher un financement. C'est un point. Ensuite, vous allez avoir potentiellement besoin de travailler avec les ressources humaines pour éventuellement faire évoluer les différents process en interne, que ce soit pour l'onboarding des collaborateurs, l'offboarding, les changements d'équipe, etc. On va avoir tout ce qui va être lié à, dans les usages en tant que tels, besoin peut-être de créer des communautés de champions au sein des différents départements des organisations, pour être capable d'aller aider, d'aller propager du coup la bonne parole et les usages en interne. Donc ça, ce sont des réels besoins lorsque l'on parle de nouveaux usages dans une organisation. C'est valable pour la cybersécurité, mais c'est valable pour d'autres sujets aussi. Ça, c'est assez commun. On va avoir toutes les réflexions qui sont liées aux technologies que vous allez vouloir mettre en place dans votre organisation. Ce n'est pas forcément évident de se positionner sur une technologie phare. Peut-être que vous allez en avoir plusieurs qui vont vous permettre de mettre en place le passwordless, ou peut-être que d'un autre côté, vous allez vous sentir un petit peu coincé et vous retrouver avec aucune technologie qui vous correspond à 100%, qui correspondra à 100% de la population. Donc voilà, il y a aussi ces sujets-là. Le dernier point, c'était tout de même la dette technologique. C'était la dette technologique, qui est quand même un sujet qui concerne énormément d'entreprises qui ont un fort legacy. Mais ça marche sur la slide suivante aussi. Voilà, parfait. Donc, Microsoft a quand même réfléchi à certaines stratégies pour tout ce qui est lié à la mise en place du passwordless dans les organisations. Aujourd'hui, finalement, les gros bloqueurs dont on a parlé sur la slide précédente, on les retrouve dès la première marche, dès la première étape de cette stratégie. Donc la première étape, c'est développer une offre de remplacement des mots de passe. Cette première étape, finalement, c'est celle qui va vous permettre, peut-être, de mettre à disposition de vos collaborateurs Windows Hello for Business. Ça va les aider à commencer à utiliser cette nouvelle technologie. Ça va vous permettre aussi, du coup, d'avoir répondu à tout ce qui est enjeu technologique, tout ce qui est premières étapes de sensibilisation, et enfin, tout ce qui est sponsoring en interne, parce que ces sujets-là auront déjà été abordés avant cette partie d'affectation auprès des utilisateurs de nouvelles méthodologies d'authentification. Voilà. Donc, à la fin de cette première étape, on a un utilisateur qui va utiliser, disons, dans 50% des cas, Windows Hello for Business, donc avec une authentification forte et passwordless, et dans les 50 autres % des cas, la personne continuera d'utiliser son mot de passe pour certaines applications qui le requièrent. OK. On a la deuxième marche ensuite, celle qui va nous permettre de réduire la surface d'exposition visible du mot de passe auprès de l'utilisateur final. Là, on est vraiment sur des étapes qui vont être très collaborateur-centrées. Donc, pour l'utilisateur final, comment simplifier la vie au fur et à mesure. À la fin de cette étape-là, l'utilisateur ne tape quasi plus son mot de passe. Il sait qu'il existe, mais il ne cherche pas à en changer. Et aujourd'hui, il est à un statut où, si on lui demande de taper son mot de passe, il va commencer à se poser des questions parce que ce n'est plus dans ses habitudes. Ça fera quand même quelques semaines qu'il l'aura tapé 1 ou 2 fois assez exceptionnellement et ça l'amènera à se poser quelques questions. On revient sur le sujet de la sensibilisation. En troisième étape, on arrive vraiment au niveau ultime pour l'expérience de l'utilisateur final. Donc vraiment celle où l'utilisateur final va avoir une expérience à 100%
passwordless. Donc, on n'a plus les sujets des applications, on n'a plus le sujet du mot de passe. D'ailleurs, le collaborateur final ne s'en souvient plus. Je pense que c'est à peu près la situation dans laquelle Arnaud et moi sommes aujourd'hui dans notre propre organisation. Parce que finalement, le but, c'est de ne plus se souvenir de son mot de passe pour ne plus être capable de le donner à qui que ce soit, finalement. Et donc là, c'est vraiment le sujet d'aller au déploiement sans mot de passe, mais le collaborateur final, lui, est déjà passé dans cette transition. Il y a encore 5 ans, quand on parlait d'une stratégie passwordless en entreprise, on s'arrêtait à cette marche-là. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous se posent la question de « oui, mais en fait, il y a toujours les mots de passe derrière, d'une manière ou d'une autre ». Effectivement, c'est la 4e marche de la stratégie, c'est vraiment d'aller éliminer le mot de passe dans l'annuaire. Et ça, il n'y a pas si longtemps encore, on ne pouvait pas réellement le faire. Maintenant, désormais, c'est possible. Et là, c'est la dernière étape quand on s'oriente vers du passwordless. Donc, c'est une étape qui ne va pas prendre forcément 2 mois, 3 mois, ça va être bien plus long. On a des choses à vous partager là-dessus un peu plus tard. Et chaque marche peut paraître énorme, j'en suis bien consciente, c'est une slide finalement qui représente une stratégie tout entière. Néanmoins, entre chaque marche, il y a des plus petites marches sur lesquelles vous pouvez vous pencher sur des early adopters finalement, des populations spécifiques, réfléchir aux différents personas de votre organisation et réfléchir surtout à tous les bloqueurs que vous pouvez avoir dans votre organisation. Et s'il y a tous les sujets de dette technologique, pourquoi pas ne faire durer finalement la première step un peu plus longtemps, le temps de régler certains autres sujets que vous aurez en parallèle. Voilà, donc il y a tout un tas de réflexions à avoir. Cette stratégie, c'est une stratégie qui a déjà été mise en place et on va en parler un peu après. Oui, tout à fait. Pour un point structurant dans cette stratégie, c'est de plus demander aux collaborateurs de changer leur mot de passe de façon régulière, comme tu as pu le mentionner. C'est une recommandation maintenant qu'a prise également l'ANSSI et plus récemment la CNIL. Et donc la position, c'est que... Webinaire de la semaine dernière, d'ailleurs. Oui, récemment, oui. Et l'idée, c'est en fait de changer les mots de passe que si le compte est compromis ou il y a une suspicion de compromission. Mais sinon, dans le courant, il ne faut plus mettre d'expiration sur un mot de passe. Ça n'empêche pas de mettre une politique de mots de passe forte qui demande des mots de passe complexes et interdire les mots de passe triviaux. Mais c'est important dans la stratégie d'aller vers le passwordless, étant donné qu'on va couper de plus en plus la possibilité de taper son mot de passe. Ça n'a pas de sens de demander tous les mois à l'utilisateur de changer son mot de passe. Et donc c'est un point qui est assez structurant à avoir dans les différents déploiements. Est-ce qu'il y a quelques outils d'ailleurs pour nous aider? C'est peut-être l'objet de ces différentes slides. Yes. Alors, on voulait aussi vous parler, comme il y avait certains bloqueurs liés au choix technologique pour les organisations dans la mise en place du passwordless, dernièrement, pas si dernièrement que ça, on a un assistant qui a été mis à disposition des organisations chez Microsoft, du coup, qui nous permet, du coup, au fur et à mesure de plusieurs questions et de plusieurs informations que vous allez transmettre sur les usages que vous avez dans votre organisation, qui vont vous délivrer les meilleures solutions technologiques que l'on voit pour votre organisation à ce stade en fonction des infos que vous nous transmettez. Il y a aussi sur les modes d'authentification. Oui, tout à fait. Donc vous avez vu, il y a pas mal de possibilités. Généralement, il n'y a pas une solution unique pour l'ensemble des cas de figure à traiter dans une entreprise. Donc on va être amené à traiter 2, 3 méthodes d'authentification différentes. Et pour les entreprises, il y a eu une vraie demande de contrôler ces différentes méthodes d'authentification à travers la force d'authentification. Donc en fait, tout simplement l'innovation qui a été amenée, c'est d'avoir des classes, des familles d'authentification. Il y a beaucoup de termes, vous l'avez vu, authentification forte, authentification sans mot de passe, authentification forte qui résiste au phishing, MFA, etc. Donc l'idée, c'est de mettre un tout petit peu de clarté en regroupant qu'est-ce qui est considéré comme résistant au phishing et MFA, comme une catégorie à part entière, donc la plus forte, et avec des intermédiaires qui sont déclinés. Et pourquoi faire ça? Ça va permettre de dire il y a une application qui est sensible, et cette application sensible, j'exige que l'utilisateur se connecte avec une des méthodes de connexion résistantes au phishing. On propose, nous, notre propre sélection, mais l'entreprise peut également faire ses propres familles pour donner un niveau d'assurance par rapport à vos contraintes. Et ça, c'est quelque chose qui est en preview et qui est intéressant pour l'entreprise.
Yes, je vais essayer de passer rapidement là-dessus, mais globalement aussi dans l'Azure Active Directory, on voulait vous partager quelques informations sur les usages. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de dashboards et d'outils de reporting qui nous permettent de voir quelles sont les activités et les usages en termes d'authentification à multifacteurs. Qu'est-ce qui est privilégié par vos collaborateurs parmi les choix que vous leur offrez. Et ça vous permettra aussi d'être le plus pertinent possible lorsque vous ferez des choix pour avancer dans votre stratégie passwordless, parce que vous savez quelles sont aussi les préférences au sein de votre organisation. Ceux qui sont les plus adoptés et seront certainement les mieux adoptés aussi dans une démarche passwordless dans l'intégralité des usages. Alors on a voulu avec Alana vous partager maintenant des statistiques à la fois entreprises et grand public. Intéressant, Accenture, leur projet a duré 3 ans. Donc c'est un témoignage que vous pouvez retrouver à la fois sur le site de Microsoft et d'Accenture. Et vous voyez, ça rejoint ce que disait Alana, c'est que c'est quelque chose qui prend... c'est un programme en tant que tel, hein, ça prend plusieurs années. Et aujourd'hui, Accenture partage qu'ils ont plus de 500 000 collaborateurs sur environ 650 000, je crois, qui ont un ordinateur compatible Windows Hello for Business. Donc c'est quelque chose qu'ils vont utiliser majoritairement pour l'authentification sans mot de passe, mais ils ont également démocratisé l'usage d'authenticateur app pour plus de 200 000 employés. Dans les chiffres qui ne sont pas mentionnés mais qu'on retrouve dans l'étude, il y a également l'usage des clés FIDO 2, donc ils ont à peu près 5000 clés FIDO 2 qui ont été déployées pour pas mal de scénarios qui ne pouvaient pas être traités par d'autres technologies, et notamment pour tout ce qui est acte d'administration. Dans le témoignage, ce qui est intéressant, ou là où ils insistent, c'est l'importance de cartographier les applications. Donc le fameux côté back-end que tu évoquais, d'avoir des applications compatibles avec le passwordless, et il y a des applications qui ne fonctionneront pas. C'est-à-dire des applications legacy qui reposent sur LDAP, par exemple. LDAP, c'est un killer du passwordless, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut faire des choix, à savoir qu'est-ce que je fais de cette application. Est-ce que je la mets à part? Est-ce que je la décommissionne d'ici 1 ou 2 ans? Enfin, il y a une réflexion par rapport à la partie applicative qui est intéressante. Il nous montre également que la communication est importante sur en fait, les bénéfices. Parce que souvent, en fait, c'est ça aussi, il faut essayer de vendre le projet aux utilisateurs. Et les chiffres sont apportés par Yahoo, qui a également communiqué de façon transparente sur l'usage du passwordless. Et eux, ils sont vraiment en avance, parce que sur 50 millions d'utilisateurs Yahoo Japon, il y en a 30 millions qui sont passés en passwordless, donc c'est énorme. Et les chiffres qu'ils ont à disposition, c'est finalement sur ces utilisateurs, en moyenne, ils mettaient 21 secondes à faire du login mot de passe. Avec du SMS, il y avait un code à taper en plus, ça montait à 27 secondes. Et en passant sur l'authentification sans mot de passe, en moyenne, ça passe à 8 secondes. Donc ça, c'est des chiffres intéressants à vendre pour vendre le projet, pour montrer l'apport, qu'est-ce que ça peut donner. Il nous disent également que sur les scénarios de récupération, le fait d'être sur du passwordless, on réduit de 25% les cas de récupération. C'est-à-dire que il y aura quand même des cas de récupération à réfléchir, il y aura une gouvernance à mettre en place pour traiter les cas de figure où le collaborateur n'a plus rien. Comment je fais pour lui redonner accès à son compte? Il va falloir définir des modalités dans l'entreprise pour qu'il puisse prouver son identité, l'employé, et lui donner accès à un temporary access pass, par exemple. Mais dans tous les cas, c'est des statistiques très récentes qui illustrent le propos sur plus de simplicité pour l'utilisateur. Après, tu disais que ça reste quand même Yahoo Japon. Je pense que c'est un petit peu différent quand même de ce qui se passe en France, mais c'est assez significatif. Effectivement. Pour continuer juste le sujet, parce que c'est le cybermois, et comme vous l'avez vu, l'idée c'est aussi de participer à l'effort collectif pour sensibiliser. On voulait juste faire un petit call to action pour dire, s'il vous plaît, prenez peut-être le temps de protéger dès maintenant en priorité vos comptes mail. Alors les comptes bancaires, on est obligé, donc finalement on n'a pas le choix, on y passe. Mais les comptes mail aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas obligatoire et qui est structurant et qui est important pour les démarches administratives et puis même pour le futur, pour la partie passkeys, comme vous avez pu le voir, sur les différents écosystèmes, que ce soit Google, Apple ou Microsoft. Derrière, il faut sécuriser ces comptes. Ça sera exigé d'ailleurs. Ceux qui ont utilisé les passkeys côté Apple, une des exigences, la première étape, c'est de mettre en place la double authentification sur ces comptes. Donc c'est un pas en avant pour démocratiser tout ça. Et ça passe par l'utilisation souvent d'applications, par exemple Authenticator App.
Ça peut être d'autres applications qui vont générer des fois des codes à usage unique. Mais l'idée, en fait, c'est de regarder ce qui est à cette disposition. Confrontez-vous à ces fameux gestionnaires de mots de passe. Utilisez ce qui est proposé parfois par défaut. Et reprenez le contrôle de tous ces comptes. Prenez le temps de vous poser des questions et montrez l'exemple. C'est-à-dire vis-à-vis des proches, ça peut être toujours sympa de dire moi j'ai fait le chemin avant vous, je sais qu'il y a des endroits où c'est plus ou moins compliqué, mais au moins je peux en parler parce que je l'ai vécu et c'est vraiment important d'en parler autour de soi, je pense. Oui, on a tous encore quelqu'un proche de nous qui continue d'utiliser le même mot de passe sur l'ensemble de ses comptes, et c'est la catastrophe. Alors quelles sont les solutions limites actuelles? Yes, on voulait quand même faire une slide qui soit un peu plus terre à terre, parce que au fur et à mesure de nos recherches, dans la préparation de cette présentation, c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques points qui nous sont venus à l'esprit, quelques questions que l'on s'est posées avec Arnaud, sur lesquelles on n'avait pas forcément des réponses évidentes et que l'on souhaitait vous partager. Donc c'est une liste absolument pas exhaustive, c'est vraiment nos réflexions et ça peut mener aussi à la conversation après. Donc, côté entreprise, on se posait les questions de l'onboarding des nouveaux collaborateurs dans une expérience passwordless. Donc, on imagine du coup que le Temporary Access Pass peut venir se aider dans ce process-là, dans cette partie du coup qui a tendance à être aux mains des ressources humaines. Mais du coup, comment le mettre en place? Parce que finalement, c'est un système qui est pas forcément facile dans la collaboration entre les équipes des ressources humaines et l'IT, ou les personnes en tout cas qui vont gérer l'identité des collaborateurs. Donc, comment mettre ça en place facilement? Dernièrement, il y a eu une sortie récente de ce que l'on appelle Lifecycle Workflow dans l'Azure Active Directory. C'est quelque chose qui va nous permettre d'envoyer de manière automatisée à la bonne personne dans l'organisation un fameux Temporary Access Pass pour un nouveau collaborateur. On pense que ça, c'est une piste de réflexion pour l'aspect onboarding des collaborateurs. Mais bon, après, il faut le voir, il faut le mettre en place dans une organisation. Ça, c'est quand même une autre étape. Mais c'est parmi les premières limites que l'on avait identifiées. Ensuite, bien sûr, pour les entreprises, il y a la dette technologique. De manière générale, c'est quelque chose qui va ressortir. Il y a aussi bien tout ce que vous avez hérité dans les organisations, mais il y a aussi tout ce que vous allez avoir entre les mains de vos collaborateurs. On connaît certaines organisations qui acceptent de laisser éventuellement des PC, des postes de travail pendant 7-8 ans entre les mains des collaborateurs. Et du coup, si ces personnes veulent mettre en place, ces organisations veulent mettre en place du Windows Hello for Business, aujourd'hui, ça demande du coup d'avoir de nouveaux investissements éventuellement, ou de mettre à disposition d'autres types de solutions, parce que c'est pas forcément possible. Voilà, donc ça fait partie des petites réflexions sur le sujet plutôt entreprise. Et grand public, on n'est pas en reste, il y a quand même des contraintes. Si je prends le cas de figure du passwordless sur des comptes Microsoft, donc quelqu'un qui voudrait ouvrir une session sur son ordinateur ou ses ordinateurs à la maison, peut le faire aujourd'hui. Il va pouvoir passer en passwordless et il va pouvoir ouvrir sa session sur son poste. Par contre, pour les plus aguerris techniques d'entre nous, si jamais on voudrait, d'un PC qui se trouve au bureau pour se connecter à un PC qui se trouve dans la chambre et de faire une connexion RDP, si je veux faire une connexion RDP en passwordless avec un compte Microsoft, ça marche pas aujourd'hui. Donc il y a des petits cas de figure qui ne marchent pas. Les petits cas de figure comme les passkeys, on disait que sur le flux inter-appareil, où j'utilise mon téléphone pour me connecter à un site web depuis mon ordinateur, ça veut dire que j'ai besoin d'une connectivité Bluetooth. Donc certains vont dire, oui, moi j'ai des vieux ordinateurs, c'est des tours, il n'y a pas de Bluetooth, donc ça ne marchera pas. Donc effectivement, il va falloir peut-être investir sur un petit dongle Bluetooth à quelques dizaines d'euros pour que ça fonctionne. Mais c'est les petits irritants, les petites contraintes qui font qu'il y a certains cas de figure dans le grand public qui ne fonctionnent pas. Et récupération, c'est aussi un point important, parce que, pour que l'adoption soit bonne, il faut que ça soit simple de bout en bout, et généralement, quand les gens n'activent pas la double authentification sans mot de passe, c'est parce qu'ils ont abandonné en cours de route. Et souvent, on va vous demander d'activer d'abord la double authentification, et après, on va demander de sauvegarder des codes de récupération. On vous dit que si jamais vous avez perdu tout, vous tapez ces codes de récupération pour accéder à nouveau à vos comptes en ligne, et c'est bon. Sauf que si j'ai pas la bonne hygiène numérique de base, si j'ai pas un coffre sécurisé ou si j'ai pas un gestionnaire de mots de passe, je sais pas où mettre ces codes de récupération et parfois les gens vont abandonner en cours de route.
Donc il y a besoin vraiment de sensibiliser sur vraiment le fonctionnement de ces technologies. C'est un point qui est important. D'ailleurs, c'est globalement le mot de la fin. Right on time, 1 minute. Le sujet de la sensibilisation, ça revient des deux côtés de l'écran. Le sujet grand public, le sujet entreprise, ça en fera bénéficier les deux mondes. Donc c'est important, n'hésitez pas. On a côté entreprise, juste un petit mot à vous partager, c'est que le passwordless, c'est bien, mais c'est qu'une première marche dans la démarche, parce qu'après, c'est la première marche du zéro trust. Derrière, ce qu'on vous invite à faire, c'est avoir des réflexions sur l'accès conditionnel. Et je sais d'ailleurs que si je pars de cette session sans vous avoir dit qu'il va falloir aussi penser, au-delà de l'identité des collaborateurs, à celle des devices, à tout ce qui va être management et sécurité des postes et des outils que vous mettez entre les mains de vos collaborateurs. J'ai 2 collègues ici devant qui m'en voudront de ne pas l'avoir dit. Voilà. Et un petit mot sur la partie grand public. On pense vraiment que les experts prédisent en tous les cas que ça va se développer de façon importante. En gros, l'idée, c'est que d'ici 2025, la majorité des grands services proposent cette authentification sans mot de passe. Et le simple fait que ça soit disponible dans les plateformes, dans les systèmes d'exploitation, fait que l'expérience utilisateur sera beaucoup plus simple pour la plupart des personnes. On vous incite à faire la démarche vous-même, donc à commencer à tester ces différentes technologies et de sensibiliser autour de vous. Donc voilà, on vous remercie pour votre attention et votre présence. Et si vous voulez continuer la discussion, on se tient à votre disposition avec Alana. Merci beaucoup. Merci beaucoup.